Et hop, c'est l'heure des commentaires de la semaine. Alors, autant la semaine passée, y avait pas de commentaires, tout simplement. Autant cette semaine, du coup, ça... Vous allez rattraper le tout, donc apprêtez-vous à une longue vidéo. Malgré tout, je le rappelle quand même, mais je mets les timecodes, normalement, quand j'oublie pas, en général, dans la description. Donc... voilà, s'il y a des questions qui vous intéressent pas ou quoi, vous pouvez toujours les passer, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite hein, avec les articles nuls hein, sur la mort du chien de Barack Obama. Donc. Et là-dessus, on a Nathan Guillard qui nous dit, tu lis le titre de l'article, tu dis juste « Ok, d'accord, cool ». Et c'est vraiment ce que je me suis dit quand j'ai juste lu le titre. Et que même, j'ai regardé parce qu'en fait, quand je suis tombé sur cet article, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait juste la mort du chien, c'est qu'il y a quelque chose, je sais pas, de politique derrière, ou qu'il y a un intérêt quelconque, quoi. Et non, dans l'article, ouais, il précisait bien que le chien était de telle race, qu'il s'appelait comme ça, du nom de... Enfin voilà, c'était vraiment la biographie du chien, quoi. Écoutez, ouais, voilà. Intéressant. Sur le même article, on a aussi eu The Voyageur qui nous a dit « J'ai l'impression que ça intéresse uniquement les gens qui pensent « Ces gens-là, ils sont comme nous ». Et alors, je pense qu'en partie, c'est vrai. Effectivement, c'est pour un peu, rapprocher les gens. Souvent, les articles sur les politiciens qui humanisent les politiciens. Il y a un côté un peu... moi-même, j'avais dû aller filmer un politicien qui allait... sur un chantier parce qu'il était ministre du développement ou je sais pas quoi, et il allait sur un chantier pendant une matinée, pendant 4 heures, quoi, se mêler avec les gens du chantier. Mais sur 4 heures de tournage, donc, ouais, il avait dû, je sais pas, faire semblant pendant 20 minutes, quoi. Voilà. Il avait été au rendez-vous à 10 heures du matin, je pense, et avant ça, je pense qu'il travaillait dans son bureau, je sais pas ce qu'il faisait, enfin... Voilà, ce que je veux dire, c'est pas forcément qu'il glandait, mais du coup, c'était hyper fake en fait. Ça faisait hyper... Bref, et donc du coup, oui, les politiciens essayent de s'humaniser auprès de la population. Mais d'un autre côté, je pense aussi que les journaux, c'est surtout parce que ici, Obama, il fait plus, il fait de la politique, mais vite fait, il a plus, pour le moment en tout cas, il a plus vraiment d'intérêt à être humanisé, etc. Et je ne pense pas qu'il ait demandé qu'on fasse un article sur son chien. Là, pour le coup, je pense vraiment que les journalistes étaient à court de nouvelles, à court de trucs intéressants. Et là, il y a Barack Obama dans le titre. Ça, d'office, les gens vont cliquer. C'est comme parfois, je vois aussi des nouvelles de Trump apparaître comme ça. Mais c'est des trucs à la con, quoi. Mais par exemple, moi j'ai cliqué parce que j'ai vu Donald Trump et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait encore ce con-là Bref, c'est des trucs comme ça où ça fait du clic, quoi. Et donc c'est littéralement un article putaclic. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas dans un jacuzzi, mais le résultat est finalement le même, quoi. Alors, les gens sont égoïstes sur cette vidéo. On a eu encore The Voyageur qui nous a dit quelque chose de très intéressant. Tu demandes si c'est compliqué de mettre un masque. En France, on a eu une porte-parole du gouvernement qui nous expliquait pendant le premier confinement qu'elle ne savait pas le porter et que d'en mettre un est un acte médical. Enfin, de ce que je m'en souvienne. Et pareil, j'ai exactement les mêmes souvenirs, je l'avais oublié, mais du coup avec ce commentaire, ça m'est revenu. En Belgique aussi, je me souviens moi-même l'avoir dit que le problème, parce qu'au début ils le disaient, même les experts, j'ai l'impression, après on n'écoutait pas beaucoup les experts au début, donc ça je mettrais des grosses pincettes dessus, mais il me semble qu'effectivement ils disaient que le problème d'un masque, c'est qu'il faut pas l'infecter, qu'il faut pas... qu'on connaît pas encore très bien la maladie, parce que je crois que c'était surtout ça. On connaît pas très bien la maladie, donc on ne sait pas si le masque sera efficace, parce que si ça se trouve, je sais pas si vous vous souvenez aussi, mais au début, on se posait la question, est-ce que le virus peut survivre aux surfaces ? Donc on se demandait même si les colis, genre Amazon, etc., pouvaient continuer à être livrés, puisque s'il y en a un qui est Covidod, eh bien, s'il touche le colis et qu'il l'envoie, et que le virus survit une semaine sur le colis, la personne qui le reçoit, il va être infecté, quoi. Donc, ouais, il y avait plein de dispositions, mais après, c'est vrai que c'était, je pense, une grave erreur, parce que je me souviens de la séquence aussi
Je ne sais plus son nom à cette porte-parole, hein. Si quelqu'un la trouve, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Mais c'est vrai que je me souviens qu'elle avait effectivement dit, elle avait vraiment, vraiment, mais surdiminué l'utilité du masque, quoi. C'était vraiment pour elle, ah, quelle connerie ce masque, vous croyez vraiment n'importe quoi, quoi. Alors que un mois plus tard, tout le monde en portait, quoi. Donc c'était vraiment pas responsable. Je regarde ce que j'ai répondu. Là-dessus, The Voyageur répond on savait déjà il y a un an ce que j'ai répondu, je sais exactement ce que je viens de vous dire. Là-dessus, The Voyageur répond on savait déjà qu'il y a un an qu'il fallait mieux emporter, merci la grippe H1N1. On a su ensuite de la comédie de la porte-parole qu'il y avait trop peu de masques en réserve, il y avait déjà une flemme ou une envie de contradiction de la part de certains citoyens il y a un an. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est si problématique ce qu'elle a dit. C'est qu'en fait, les citoyens qui étaient déjà réticents à se faire chier à porter un masque, du coup, là, c'est bon, ils avaient l'excuse toute faite, quoi. Ils peuvent parler du lobby du masque ou j'en sais rien. Et c'est vrai qu'en Belgique aussi, on était à court de masques. C'est assez étrange d'ailleurs, parce qu'en Belgique, en fait, on avait une réserve du masque pour le H1N1. Et normalement, quand il est arrivé à péremption, on devait en racheter. Mais comme on n'avait pas les moyens, on les a tous brûlés. Allez, au feu! Donc du coup, bah, on avait 0 masque, mais littéralement, on en avait, je crois, vraiment, on avait des réserves pour le quotidien, mais on n'avait pas de réserve stratégique, quoi. Donc c'était vraiment la grosse merde. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un procès qui est en train de se dérouler, qui est de luxembourgeois qui ont vendu des masques à la Belgique, mais des masques qui n'étaient pas conformes, finalement. Donc c'était vraiment cette histoire de masque. Je pense qu'elle doit vraiment nous apprendre quelque chose, hein, en tant que citoyen et en tant que politicien, hein, les deux. Elle doit vraiment nous apprendre qu'il ne faut pas se satisfaire non plus de juste... Je crois vraiment que, en delà... Allez, on va dire que ça faisait un siècle qu'on n'avait plus de pandémie, donc on va dire qu'on ne pouvait pas savoir que tout à coup il y en avait une qui allait tomber, malgré que des experts prévenaient, étaient prévoyants et disaient que ça allait arriver. Mais après, le nombre d'experts qui disent que des choses vont arriver... Je suppose, hein, je me dis, peut-être qu'en tant que politicien, tu te dis, ouais, bon, ok, c'est bon, merde, quoi, on peut pas prévoir à tout, il y a de l'argent, il y a des... Enfin, voilà, il faut faire la balance entre moyens aussi, et... parce que la chance qu'une météorite tombe sur la Terre, par exemple, on va pas mettre un bouclier anti-météorite, alors que c'est une chance sur 500 milliards, quoi. Bref. Donc, on va dire qu'ils n'auraient pas pu prévoir la pandémie. Maintenant, le truc, c'est qu'effectivement, c'est très problématique que, en fait, des réserves stratégiques comme ça, que ce soit de masques, mais pas seulement, hein, que ce soit... Alors, niveau bouffe, on a vu que ça suivait, mais c'est des trucs auxquels il faut réfléchir, en fait. Des trucs du quotidien, l'eau, électricité, évidemment, tout ça, ça va, mais le fonctionnement, en fait, on va dire, minimal d'une société doit pouvoir être assuré. Et donc les masques, c'est bien qu'il n'y ait pas qu'une usine, et pour moi c'est un peu le problème du capitalisme d'aujourd'hui, c'est que tout est très centralisé du coup, là où c'est le moins cher. Et comme en plus on part toujours vers un capitalisme qui pousse au monopole, du coup ça veut dire qu'il n'y a plus enfin, c'est un peu comme les cartes RTX, là, les cartes graphiques. C'est la même chose, c'est parce qu'il y a une seule usine de nano-circuits qui existe dans le monde que les cartes sont en pénurie parce que du coup ils sont pas à 100% ou alors ils n'arrivent pas à assurer, enfin bon bref, à cause de la pandémie. Et je pense que ce sont des problèmes auxquels on doit réfléchir en fait en amont maintenant, quoi. Maintenant qu'on a vécu ça, en espérant évidemment que là on arrive vraiment sur la fin du Covid, mais maintenant en ayant vécu toute cette crise, il faut vraiment qu'on soit des hommes, des êtres humains, et qu'on fasse ce qu'on a fait pendant des millénaires, c'est-à-dire apprendre de nos erreurs et avancer, quoi. Et en Belgique, je sais que notamment la ministre de la Santé a pris vraiment cher dans la face pour la gestion de la pandémie. Donc moi je crois que c'est bien de punir les responsables, mais il y a un moment donné aussi où il faut avancer, aussi réfléchir et se dire comment faire pour que ça n'arrive plus. Donc voilà, j'espère que cette pandémie, parce qu'on a une pandémie aujourd'hui, mais je le répète tout le temps, mais on va avoir le réchauffement climatique par exemple. Et pour le réchauffement climatique, il y a des trucs auxquels on va devoir réfléchir, que ce soit les stations nucléaires, il va falloir les protéger, hein, s'il y a des montées des eaux, etc. Que ce soit les évacuations aussi de villages, de villes, si à un moment donné l'eau monte. Enfin voilà, c'est des trucs à la con, hein, mais auxquels on ne réfléchit pas forcément quand on n'y est pas encore confronté. Voilà.
Bref, ensuite, on avait les filles en bikini, hein. Et là-dessus, on a Filka qui nous dit, Filkas ou Filka, je ne sais pas, désolé. Moi, ce qui me dérange, c'est où sont les défenseuses du féminisme. Pour taper sur le mal hétéro, on les voit partout. Par contre, pour prendre ses sous, il n'y a plus personne. Autre chose, Twitch était une plateforme de streaming, de streaming gaming. Il y a d'autres plateformes pour voir des fesses, même très jolies. Totalement d'accord. C'est juste parce que je trouve que Phil, tu as beaucoup d'humour. Je me permets de le dire comme ça. Parce que en plus, oui, prochaine tendance bikini plus mini trampoline, ça arrive bientôt. J'étais mort de rire, ça m'a vraiment, j'imagine trop, et je trouverais ça mais tellement drôle. Je veux voir un ou une streameuse faire un stream bikini et trampoline et répondre aux questions comme ça en sautant, ce serait tellement drôle. Enfin bon, bref, excusez-moi, ça c'est mes délires tout seul dans ma tête. Mais, je voulais surtout parler effectivement des défenseuses du féminisme. Et je pense que justement, je voulais juste faire bien la distinction entre les fameuses, les fameux chevaliers blancs ou les chevalières blanches qui se battent contre à peu près tout et n'importe quoi parce qu'elles deviennent extrêmes dans leur façon de penser. Quelle que soit leur raison, hein, c'est pas un jugement, évidemment. Chacun a ses propres raisons d'être comme il est. Maintenant, c'est vrai que parfois, ça va un peu trop loin. Et surtout, dans l'argumentation, parfois, ça devient de la violence verbale, en fait. Et c'est complètement con. Parce que je voulais juste rappeler que le féminisme, effectivement, c'est juste voilà, l'égalité de droit entre les hommes et les femmes. Donc, le féminisme, c'est aussi contre le matriarcat, par exemple. D'accord ? Le féminisme, il n'est pas là pour instaurer un matriarcat, parce que sinon, en fait, c'est plus du féminisme. Pourquoi ça s'appelle féminisme ? C'est parce que de base, on est dans un régime patriarcal et que du coup, c'est les femmes qui sont premières à en pâtir. Mais j'admets que féminisme, c'est pour ça que parfois on utilise plutôt le terme sexisme, parce que féminisme, ça a été décidé dans une époque où les femmes étaient extrêmement diminuées. Donc c'était logique en fait que ça s'appelle féminisme. Et puis aujourd'hui aussi, c'est un certain symbole, hein, puisque c'est les femmes qui ont moins de droits que les hommes. Maintenant, je pense qu'avec le temps, plus on arrivera à un équilibre et plus on parlera plutôt de sexisme que de féminisme. Parce que, par exemple, dans le féminisme, ce que les féministes se battent aussi contre le stéréotype masculin du mâle dominant, le fameux mâle alpha, quoi. Et pourtant, le mâle, il n'est pas femme. Mais pourtant, ça reste du féminisme, parce que le but, c'est juste l'égalité de droit. Et c'est ça que je voulais vite fait rappeler, hein. Et pour ce qui est de voir des fesses, même très jolies, c'est vrai que évidemment, moi je crois qu'il y a toujours une différence entre la pornographie et, j'ai envie de dire, l'érotique. Et peut-être aussi le joli. Moi je trouve qu'il y a des peintures, par exemple, allez sur Artfi, là, le site de libre de droit de peinture, etc., et d'œuvres d'art. Il y a plein de peintures avec des hommes ou des femmes nues, et c'est trop beau, quoi. Moi aussi, j'ai trop envie, j'ai pas encore eu la possibilité, mais j'ai envie un jour de prendre des photos de nu, en fait, de quelqu'un. Parce que je fais de la photo et de la vidéo, et je trouvais ça trop bien. Mais et en fait, c'est ça le truc, c'est que donc, il y a vraiment une différence, et oui, effectivement, qu'on va pas faire les naïfs non plus. C'est femmes qui font des streams jacuzzi. C'est pour les pervers, la plupart, hein, ce sont des pervers juste qui sont là pour mater une fille, enfin, en plus déjà, enfin, mater une fille, ça déjà, moi, ça me dépasse de me dire, enfin, ok, je sais pas, allez, 5 minutes, tu passes à la plage et tu vois une fille jolie, et du coup, ouais, tu discrètement, voilà, tu la reluques, ok, bon, soit, ça arrive, même pour les femmes, inversement, ça arrive. Maintenant, de là à regarder pendant, je sais pas, 3 heures un stream juste parce qu'une fille est en bikini, putain, enfin, vraiment, vous avez que ça à foutre de votre journée, je sais pas, enfin, ce serait intéressant de voir les profils de personnes qui regardent ça, parce que c'est hyper bizarre, quoi. C'est trop chelou.
Ouais, pourquoi, voilà, mais pourquoi ils traînent pas sur un site de cul en fait? C'est vrai que ça, moi, c'est le truc que je comprends pas. C'est pourquoi est-ce que, en fait, ces gens vont sur Twitch alors qu'ils peuvent avoir la même chose mais sur d'autres sites? Ça, c'est la grande question. Et en fait, pour moi, c'est plus ça le problème. C'est pas tant les filles qui font ça, c'est plutôt le spectateur qui regarde ça et le fait que ça marche et que ce soit mis en avant par Twitch. Parce que Twitch, en fait, il devrait faire... voilà, Twitch, en fait, l'algorithme de Twitch, il est cassé, en fait. Il devrait pas mettre en avant en fonction juste de la visibilité ou du nombre de viewers, en fait. Il devrait mettre peut-être... Enfin, plutôt par prorata ou par... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par une autre méthode de calcul qui ferait que, par exemple, moi, voilà, j'ai une moyenne de 10 viewers. Eh bien, si un jour, au lieu de 10 viewers, j'ai une moyenne de 20 viewers, ce serait logique de mettre plus en avant que j'invente, mais quelqu'un qui a 3000 viewers tous les jours, puisqu'il n'évolue pas. Enfin, non, enfin, voilà, peut-être pas autant que lui, hein, quand même, parce qu'on parle de juste 10 à 20 viewers. Mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi, justement, en fonction de l'avancée, en fait, et des différents projets qui fonctionnent et qui attirent des gens et qui motivent des gens, bah, je trouve que l'algorithme devrait en prendre compte. Et ça, c'est un peu le côté triste qu'on voit avec les algorithmes et qui devrait, j'espère, qui changera avec le temps et qui deviendront plus transparents parce que avoir un algorithme qui est si flou, ça permet de simplement à Twitch de choisir ce qu'ils mettent en avant. Ce sont eux les producteurs. Et donc si tout à coup ils veulent que vous voyez des filles en bikini toute la journée, eh bien ils ont qu'à mettre en avant les filles en bikini via leur algorithme. Il n'y a pas... C'est aussi simple que ça. Mais ça, voilà, il va falloir encore beaucoup de temps parce que il faut encore bien comprendre. Je pense qu'il y a trop peu de gens qui se rendent compte de la puissance de l'algorithme et du fait qu'en fait, il se croit un peu libre sur les réseaux, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, par exemple, ou même Instagram et tout, c'est tous le même délire. Ils se croient libres et regarder simplement des trucs parce que ça leur est suggéré, mais en fonction de leurs envies, etc. Alors qu'en fait, les algorithmes peuvent choisir ce que tu regardes, en fait. Parce que si on te propose que des filles en bikini, tu vas pas regarder autre chose, ou alors il faudra que tu fouilles, mais ça te demandera un effort. Et très peu de gens sont capables de faire l'effort supplémentaire, et moi le premier, hein, je regarde souvent des streams qui me sont juste suggérés comme ça, sans pour autant aller farfouiller sur le réseau. Bref, assez parlé des filles, on va passer à beaucoup plus sérieux, le conflit israélo-palestinien. Donc comme je le disais dans la précédente vidéo résumée, je trouve ça très cool, parce que tout le monde est très constructif, et je vais dire justement... très respectueux des avis des autres. J'ai encore eu aucune insulte, enfin rien de négatif, donc je suis très content. Maintenant, j'ai eu des opinions contraires, j'ai eu des opinions différentes, et ça, par contre, c'est toujours hyper intéressant. Donc merci à vous d'avoir donné votre opinion, bien sûr. Et on va commencer avec Sylors, qui nous dit... Dans ton explication au début, tu dis que c'est pareil maintenant avec l'islam. Donc je faisais le parallèle entre les politiciens français et l'islam, et les politiciens israéliens et finalement les Palestiniens. Sauf que le problème en France, notamment, n'est pas l'islam en soi, mais l'islam politique qui est en train de se faire une place en France, notamment grâce à certains partis de gauche. Ah, merde, j'avais pas vu le rythme. Merde, je l'ai pas mis. Oh là là. Il y a des groupes qui n'acceptent pas la laïcité telle qu'elle est en France, on peut notamment en parler des frères musulmans. Alors je vais vérifier parce que je crois que j'ai gardé la fenêtre ouverte, et évidemment que non, bien sûr. Je vais juste vérifier vite fait s'il y a bien tout le commentaire, mais je pense que c'était quasiment tout le commentaire, et je vais vous dire ça tout de suite quand même, parce que il faudrait pas... Bref, le sujet est bien plus compliqué que juste dire que la France remet tous les problèmes sur l'islam. Voilà sur quoi il terminait. Comme ça, vous avez tout le commentaire. Là-dessus, effectivement, j'ai répondu très simplement que, en fait, quand je disais, et c'était un point important que je n'avais pas soulevé, effectivement, j'ai fait une généralité, alors que c'était pas du tout le but. Le but, c'était de dire que certains politiciens en France, et notamment, je pense, aux partis d'extrême droite qui s'en donnent aussi à cœur joie, on va pas se mentir là-dessus, mais tapent directement sur les musulmans et sur l'islam, dès qu'ils en ont l'occasion, dès qu'il y a un sujet un peu... Voilà, on l'a vu notamment dans plusieurs interviews, plusieurs débats avec notamment Marine Le Pen.
où à chaque fois qu'on essaie de rentrer dans le vif du sujet, d'aller profondément dans le sujet, elle va tout à coup parler de l'invasion musulmane en France, enfin des trucs un peu... Enfin personnellement que je trouve un peu what the fuck et un peu à côté en fait du sujet souvent, pour éviter de s'attaquer finalement au sujet en profondeur. C'était surtout à ça que je pensais, donc je pensais plutôt à quelques politiciens que vraiment tous les politiciens, parce que heureusement il y a encore des politiciens qui ne font pas ça, que ce soit à gauche comme à droite, mais malheureusement, même à gauche, hein, il y en a qui, voilà, qui sont là, oh, oui, 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 effectivement, il y a un problème avec les musulmans, et c'est là où je suis pas du tout d'accord, c'est qu'en fait, par contre, il n'y a pas, enfin, l'islam politique, est pour moi un argument qui est vraiment bancal, parce que nous, par exemple, on a eu, à un moment donné, dans une commune en Belgique, euh, pour les élections de la mairie, si vous êtes français, du bourgmestre, si vous êtes belge, euh, pour les élections communales, il y a eu tout à coup, effectivement, un parti, mais vraiment islamiste, religieux, qui avait été élu avec 2 membres, d'accord? 2 membres de parti. Mais il a tenu qu'une seule législature et il était empêtré, voilà, il devait composer avec d'autres membres qui étaient du coup pas du tout d'accord avec eux. En fait, ils étaient hyper isolés, ils ont rien fait. Et alors je dis pas que ça veut dire qu'on doit juste dire ouais, ok, pas de problème, l'extrémisme, pas de souci. Mais l'extrémisme devient un problème quand il monte et qu'il monte en puissance en fait. C'est pour ça que notamment l'extrême droite fait extrêmement peur. Et que en partie aussi l'extrême gauche fait peur aussi à une partie de la population, des citoyens, de nous, c'est que en fait l'extrême droite, elle a de plus en plus de membres, elle a de plus en plus de voix, et c'est quand elle arrive au pouvoir avec une majorité qu'elle devient difficile à contrôler, parce qu'à ce moment-là, l'extrême droite, on sait que les extrêmes parfois cachent très bien leur jeu, et on sait que notamment l'extrême droite, c'est pas juste la droite conservatrice par exemple. La droite conservatrice, c'est une droite parfois religieuse, catholique souvent, et qui... Enfin, je dis catholique souvent, mais parce qu'en Europe, c'est souvent comme ça, en Europe occidentale, mais alors qu'en Orient, c'est plutôt islamiste. Et en fait, quand on est de droite conservatrice, ça ne veut pas forcément dire qu'on est contre la démocratie, qu'on veut tout à coup tout régner d'une main de fer, et qu'on est raciste en fait. C'est pas forcément le cas. Ça veut dire qu'on est traditionnaliste souvent. Alors je fais des résumés, hein, mais c'est pour juste qu'on comprenne. On n'est pas là pour, je crois, faire un cours de... Et puis de toute façon, je pourrais même pas le donner. Donc je n'aurais pas les compétences pour. Donc voilà, je grossis les traits. Mais c'est vrai que... je trouve qu'en fait, c'est vrai qu'il faut faire attention. Il n'y a pas l'islamisme politique est finalement très restreint. En France, par exemple, il y a zéro islam. Enfin, il n'y a pas d'islamistes dans l'Assemblée nationale. Ça, voilà, il n'y en a pas. En Belgique non plus. Et notamment, Sailors, tu parles de l'extrême gauche à un moment donné, de certains qui protègent, mais je crois sincèrement pas qu'ils protègent en fait l'islamisme radical. Je pense qu'en fait, ces personnes protègent plutôt la liberté de culte, la liberté de croyance. Alors peut-être que pour toi, c'est radical, hein, leur décision. Peut-être que pour toi, ils vont trop loin. Mais c'est parce que pour toi, ils vont trop loin que forcément, c'est radical. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, imaginons que je veuille faire construire une mosquée ici, à côté de chez moi, et que pour ça, je veux détruire 15 maisons. Voilà, toi tu vas trouver ça radical, mais si ça se trouve, moi, enfin, voilà, je me dis, ah ben dans mon quartier, il y a plein de musulmans, et donc c'est pas normal qu'ils aient pas de mosquée, et en fait, ici, ça va gêner peut-être 5 personnes qui ont détruit leur maison, mais on paye leur maison, on leur achète, et puis ça fera chier personne, en fait, c'est juste une mosquée, quoi. Et donc, c'est juste ça, je pense qu'il faut pas non plus trop vite tomber dans la peur de la radicalisation, il faut bien essayer de comprendre et de voir, en fait, les tenants et les aboutissants des décisions en fait politiques avant de dire que quelqu'un est extrémiste, parce que je pense que même je pense en tout cas la gauche classique n'accepterait pas d'extrémistes dans ses rangs, et même la gauche en tout cas pas d'extrémistes religieux. L'extrême gauche, et en Belgique elle est quand même assez présente, l'extrême gauche, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ah ben effectivement on accepte par exemple les terroristes, quoi. Non, non. Ça j'ai jamais entendu, et pourtant j'ai pas mal de potes qui sont d'extrême gauche,
Donc voilà, bref. Bref, ce n'est que mon avis, évidemment, mais voilà. Alors ici, toujours sur le conflit israélo-palestinien, j'ai eu une discussion assez intéressante avec Miss Gachalive, pardon, je réussirai à le dire. En général, en fait, je lis que le début des pseudos, pour juste les différencier, mais... Là-dessus, elle nous dit « Le souci, c'est que cela fait des décennies qu'Israël fait le premier pas. Faut arrêter de tout mettre sur leur dos. » Alors, à chaque fois, je n'ai pas mis les rides morts parce qu'en fait, il y avait effectivement ici, il y a une association d'experts qui a condamné récemment Israël, mais lorsque nous regardons les membres de plus près, comme leur directeur qui avait des sympathies pour le régime nazi, je n'en doute pas que nous pouvons trouver des experts qui condamnent Israël, mais il ne faut pas douter non plus que l'argument expert est un argument boomerang, pardon. Là-dessus, hop, je me souviens plus exactement pourquoi j'avais pas pris ça, donc je vais quand même le lire jusqu'au bout. L'ennemi des Palestiniens n'est pas Israël, mais des groupes de terroristes qui prennent en otage la population palestinienne, donc leur seul but est la destruction d'Israël, c'est dans leur charte. Israël ne fait que répliquer, alors oui c'est vrai qu'ils sont plus forts, mais ça n'est pas un argument valable. Nous avons en face des personnes qui dénient toute forme d'humanité, qui endoctrinent des enfants à tuer, à haïr le juif, ils apprennent à égorger des êtres humains, le nihilisme à l'état pur, et de l'autre côté Israël qui fait des concessions, mais cela ne marche pas, car le Hamas est de mauvaise volonté, il faut juste regarder la réalité. Et en fait, mais pourquoi? Un bug! Insane! Trop bien! J'avais pris aussi un autre commentaire, justement, de cette même personne, parce que et c'est là que je vais un peu m'excuser, mais en fait, il y a eu un petit souci, il est passé dans mon filtre à... j'ai mis un filtre parce que tout à coup j'avais des spams, et du coup j'avais mis un filtre à spam, et du coup il est pas passé. Bref, on s'en fout. Du coup j'avais pas répondu tout de suite, mais je me suis dit que j'allais répondre en vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Là-dessus, Miss Gachavi Live nous répond aussi, je vous lis pas mes commentaires parce que je vais vous donner mon avis juste maintenant. François Dubuisson est pro-palestinien, donc non, il n'est pas neutre. Si je vous suis bien, ce n'est pas trop grave que la Palestine bombarde Israël, car ce dernier dispose du dôme de fer pour contrer les roquettes, sauf que 10% des roquettes ne sont pas interceptées et tuent des civils. De plus, l'ambassadeur n'a fait que dire qu'ils sont en guerre contre le Hamas, une organisation terroriste par le droit international, chose que François Dubuisson semble oublier. J'ose espérer que vous n'êtes pas pour le Hamas, organisation qui prône le génocide des Juifs, c'est écrit dans leur charte. Alors oui, Israël met de la mauvaise volonté d'accepter de se faire exterminer. Donc, c'est un commentaire hyper intéressant, et j'avoue que, en fait, je suis très content. Voilà, je le dis quand même, donc merci Miss, d'ailleurs. Parce que je suis très content d'avoir ce genre de commentaires. C'est dit très poliment, c'est nickel. Et bien qu'on sente un peu, voilà, peut-être l'émotion, l'énervement derrière, je dis énervement, mais c'est pas vraiment de l'énervement, mais l'agacement plutôt, hein, de devoir défendre ses positions. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir débattre de cette façon, donc très cool. Voilà, je le dis. Et là-dessus, en fait, je vais quand même répondre à tout ça. Parce que c'est vrai que dans la vidéo, je le souligne pas beaucoup, et je suis encore tombé sur un article, notamment où on a un journaliste qui vient, qui couvrait en fait l'actualité pour l'Associated Press, donc l'AP, hein, en Israël, mais qui a vu le bâtiment de la paix se faire détruire avec c'était un building de plusieurs étages qui s'est fait détruire par l'armée israélienne, pardon. Et du coup, en fait, qui connaît pas mal la situation sur le terrain, et en tout cas comment on peut couvrir finalement cette guerre. Et c'est ça qui était très intéressant, c'est que en fait, il trouvait qu'Israël, il comprenait pas les décisions d'Israël, dans le sens où il disait, par exemple ici, ils ont détruit un building qui accueille des journalistes. Ils les ont prévenus au dernier moment. Alors, bien sûr, Israël dit que non, qu'ils les ont prévenus bien à l'avance, etc. Mais il dit que ça a été au dernier moment, et Associated Press le disent aussi. Donc, bon, eux, ils sont plus neutres que Israéliens ou Palestiniens. Donc, j'aurais plus tendance à les croire.
qu'ils ont été bombardés au dernier moment, qu'ils ont vraiment, dans la panique, dû se casser du bâtiment, et que le bâtiment a juste été explosé. Et que du coup, ça allait freiner en fait la façon de faire du journalisme indépendant sur place, parce que c'est ça qui est intéressant avec Associated Press, l'AFP, etc. C'est qu'en fait, ce sont des organismes indépendants, internationaux, qui s'en foutent. Enfin, je mets des gros guillemets, hein, mais qui s'en foutent, israéliens ou palestiniens. C'est pas ma guerre. C'est pas leur guerre. Donc voilà. Mais là où Miss Gasha Live a totalement raison, c'est que effectivement, le Hamas ne sont pas des enfants de cœur, et eux-mêmes, voilà, ce journaliste le disait, il disait, voilà, le Hamas, c'est aussi quand même une dictature, hein, le mec, il est là depuis 10 ans, voilà, c'est pas des rigolos, et c'est pour ça que lui, en fait, il dit, on ne croit pas trop à une solution à deux États, même si tout le monde veut y croire, tout le monde espère que ça va arriver, mais il pense que c'est un peu une utopie, voilà. Parce que notamment, il y a un problème avec Israël, mais aussi avec le Hamas, qui n'est effectivement pas démocratique. Et comme le dit Gasha Live, et je crois que je l'avais lu aussi, hein, ça fait partie des organisations reconnues comme terroristes. Donc il faut prendre des pincettes. Alors attention, parce que organisations terroristes, il y a des organisations notamment en Turquie hein, qui sont considérées comme terroristes, et puis en fait, voilà, hein, notamment les anarchistes, hein, je vous conseille d'ailleurs de vous informer sur ce mouvement, juste, mais avec du recul, hein, pas dans le sens ah il faut être anarchiste, mais plutôt dans le sens où ce mouvement est très intéressant parce que justement il faisait à un moment donné exploser des bâtiments mais toujours vides, et on les a mis comme terroristes parce qu'effectivement ils faisaient des dégradations. Mais pourtant, ils avaient jamais à ce moment-là tué quiconque, et on les provoquait énormément dans le sens où dès qu'on chopait un anarchiste, il était en prison à perpétuité ou tué à l'époque, hein, mais je vous parle d'il y a 100 ans. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, il faut faire attention avec le terme terroriste, parce qu'on peut le mettre sur tout et n'importe quoi. Donc juste prudence. Je ne dis pas que le Hamas n'est pas terroriste, mais juste prudence. Maintenant, oui, bien sûr que si voilà, il y a des extrémistes chez les Palestiniens, je n'ai jamais dit le contraire. Mais, et je l'ai même dit dans les vidéos précédentes, mais là où je pense que justement la réaction est disproportionnée, c'est que en fait, tuer toute une population juste parce que quelques-uns sont terroristes, c'est digne d'un régime autoritaire aussi. Et c'est ça qui est grave. Alors, je ne dis pas qu'Israël est forcément un régime autoritaire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que voilà, les régimes autoritaires le font. Ils le font. Et du coup, c'est problématique qu'un régime démocratique le fasse. Parce que ça devrait pas être comme ça. Et c'est pas ce que je voulais dire non plus par le dôme de fer, hein, effectivement, dont j'ai lu pas mal d'articles dessus. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup... j'en perds mes mots, vous voyez. Voilà, c'est beaucoup cité, en tout cas, dans les articles, le dôme de fer. Alors oui, bien sûr, c'est ce que je disais dans ma vidéo aussi, hein. Bien sûr, ça fait des morts. Il y a 10% des roquettes qui ne sont pas interceptées. Et encore, parce qu'en réalité, j'ai appris, et c'est insane, mais un missile du dôme de fer coûte 66 000 $. Donc, vous envoyez 10 missiles, vous êtes déjà à un demi-million de dollars de... Alors, quand ils envoient 1700 roquettes, je vous laisse calculer les prix que ça peut coûter. Mais du coup, c'est pour ça aussi qu'en fait, ils interceptent pas toutes les roquettes. C'est parce que dans les 10%, il y en a peut-être, je sais pas quelles sont les proportions, mais il y en a peut-être 5% qui vont s'éclater en fait en dehors d'Israël, ou à côté des villes, dans les campagnes, etc. Et donc du coup, ils les interceptent pas, ceux-là, parce que ça coûte tellement cher d'intercepter un missile, qu'ils regardent d'abord leur trajectoire avant de les intercepter. Mais ça ne change rien qu'il y a quand même des missiles qui tuent des Israéliens, et c'est extrêmement triste. Maintenant, il y a toujours le principe de proportion. C'est que, pourquoi envoyer des avions de chasse détruire comme ça? Parce que du côté palestinien, c'est ça en fait que je voulais dire, c'est que les pertes sont encore plus élevées. Elles sont beaucoup plus élevées, dont des enfants, beaucoup d'enfants. Si j'ai bien vu, pour le moment, il y a eu 10 morts, je crois, du côté israélien, mais du côté palestinien, on est à plusieurs dizaines de morts. Et c'est ça que je trouve en fait injuste, c'est que c'est dense, la Palestine, et envoyer des avions de chasse bombarder, c'est terrible en fait, pour une population qui n'a
pas d'armée officielle, qui n'est pas un pays officiel, qui, comme je l'ai dit, est ultra dense. C'est vrai que là-dessus, j'ai un vrai problème dans la proportionnalité, quoi. Alors bien sûr que, voilà, si le Hamas est une véritable organisation terroriste qui, comme tu le dis, égorge des gens, etc., mais d'accord, mais en Belgique, on a l'extrême droite, on a aussi des terroristes, mais est-ce que les terroristes, par exemple, quand on va les arrêter, est-ce qu'on fait péter toute la maison, tout le bloc d'appartements pour les détruire, parce que c'est des terroristes, et donc tuer à côté des civils, des gens qui n'ont rien fait? Non, on envoie, voilà, on envoie notamment la police pour aller déloger le terroriste. Alors j'ai bien conscience que la Palestine, c'est pas une maison. C'est pas si simple, c'est pas une maison dans Israël, mais voilà, c'est là en fait, et c'est là où la nuance, elle est pour moi. C'est que effectivement, les deux côtés ont fait, je vais le dire comme ça un peu, hein, mais les deux côtés ont fait des conneries. Israël a annexé une partie de la Cisjordanie de manière illégale, complètement illégale. Tu défends que c'est légal, mais je suis désolé, mais je trouve que j'ai recherché un peu autour de François Dubuisson et je n'ai pas vu en tout cas le fait qu'il soit plus du côté palestinien qu'autre chose. J'ai vu qu'il a fait plusieurs articles sur le droit international, mais il a l'air quand même assez... voilà, il est quand même dans des organisations qui sont reconnues internationalement, etc. Donc voilà, mais maintenant je ne connais pas plus que ça, hein, donc n'hésite pas à m'envoyer tes sources qui disent ou qui présentent François Dubuisson, qui prouvent que François Dubuisson est pro-Palestine, avec grand plaisir. Mais on a plusieurs experts indépendants, parce que c'est même pas le seul que j'ai lu, hein, il y en a plusieurs, qui trouvent qu'effectivement Israël, c'est illégal ce qu'ils ont fait, l'ONU l'a décidé. Toi qui parles justement du Hamas reconnu internationalement comme organisation terroriste, on reconnaît aussi de manière internationale que Israël colonise la Cisjordanie. Et c'est là, en fait, où pour moi, c'est un peu facile de défendre Israël comme ça, mais... Et si Israël laissait tomber, en fait, la Palestine? Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait si grave que ça? Et si Israël, plutôt que d'envoyer des avions, par exemple, hein, ils allaient, par exemple, voilà, déloger le Hamas? Ce serait si grave que ça? Si Israël, au lieu de... Voilà, parce que c'est toujours la... Voilà, en fait, je trouve que Israël, dans leur argumentaire, utilise beaucoup les terroristes. Et c'est très problématique parce que je rappelle quand même que l'invasion en Afghanistan par les Américains, c'était aussi pour des prétextes de terrorisme. Que, voilà, enfin, il y a plein de... Si vous allez voir, dans l'histoire de l'humanité, le terrorisme, c'est tellement facile, c'est l'ennemi invisible. C'est tellement simple de dire « Ah, mais c'est parce que parmi eux... » Voilà, d'ailleurs même, si vous allez voir la propagande nazie, vous verrez qu'eux-mêmes disaient que les Juifs étaient des terroristes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Que c'était des fourbes, que c'était... Donc, voilà, c'est toujours cette idée d'ennemi invisible, et il faut pas tomber là-dedans. Et donc, j'avoue que je ne comprends pas, et c'est pour ça que je ne suis pas... voilà, moi je m'estime pas pro-palestinien, par exemple. Ça, je m'estime pas pro-palestinien. Parce que je ne défendrai pas... Enfin, pour moi, quelqu'un qui est pro quelque chose, c'est quelqu'un qui y croit à 100%, quoi. Moi, je connais pas... J'estime ne pas connaître assez le conflit pour être pro quelque chose. Par contre, de manière critique, je vais dire, avec du recul, pour le moment, ce que je pense, c'est que oui, c'est Israël qui fout plus le sbeul qu'autre chose. Parce que, ouais, c'est facile d'envoyer des avions de chasse, bombarder, c'est la solution facile, quoi. Mais on est face à une situation où, du coup, la solution facile, ça revient à tuer des gens innocents. Tout simplement. Et on a vu que, voilà, on a vu aussi quand même que Israël traitait les Palestiniens d'une main de fer. Et ça, c'est dur. Alors, bien sûr, encore une fois, alors on peut toujours tout nuancer. Mais qui doit faire le premier pas entre, justement, quelqu'un qui a quand même... Parce que, voilà, non, c'est pas parce que Israël a un dôme de fer que forcément la Palestine peut tirer des roquettes. Mais qu'est-ce qui autorise du coup Israël à tirer avec des avions de chasse, à bombarder des villes, sachant que eux n'ont même pas de protection? Tu vois, ton argument aussi est un peu boomerang là-dessus. Enfin, je trouve en tout cas personnellement. Voilà. Donc en fait, c'est un peu tout ce que je voulais dire, mais je trouvais quand même ça très intéressant. En tout cas, ton opinion. Je la trouvais vraiment intéressante, et pour le moment, en tout cas, elle ne m'a pas convaincu.
Alors j'ai bien conscience aussi que trouver des sources et tout, c'est très chiant, hein. Mais effectivement, si vous avez des opinions contraires, c'est avec plaisir aussi que je lirai à l'occasion les sources. Et si je vois aussi que je me trompe, je mets les erratums. Je l'ai fait d'ailleurs, je l'ai mis. Hein, j'ai préparé déjà le commentaire qui est épinglé. Si je vois qu'il y a une erreur, que j'ai fait une erreur, je le mettrai dans l'erratum avec grand plaisir. Et il n'y a pas de souci, moi je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi j'ai aucun souci vraiment à changer d'avis. Moi, voilà, maintenant, je trouve qu'effectivement, c'est plutôt Israël qui est dans la sauce. Maintenant, par le passé, c'est déjà arrivé que je dise, bah, attends, là, le Hamas, ils font n'importe quoi. Enfin, c'est un peu facile. Voilà, est-ce que le Hamas aurait dû tirer des roquettes parce que simplement une manifestation en Israël a mal tourné? Enfin, je sais pas. Ça, je pourrais pas dire, par exemple. Je sais pas si c'était le bon ou le mauvais choix. Maintenant, on savait tous que ça allait péter un jour, et je pense qu'il y a notamment une grosse responsabilité internationale aussi dans ce conflit, qui fait que, notamment, les Américains, en ne mettant aucune nuance et en étant, eux, par contre, pour le moment, hein, un peu, en quelque sorte, pro-Israël, en disant à Netanyahou, on te fait confiance, t'inquiète, mec, tu nous dis que tout va bien se passer, t'inquiète. C'est un peu facile, alors qu'en réalité, je pense que, par exemple, le rôle de l'Amérique serait plutôt d'organiser ou de se démerder pour que les deux parties se voient. Voilà. Donc, des responsabilités, on peut trouver un peu pas mal partout, mais pour le moment, c'est vrai que moi, en tout cas, je ne suis pas, on m'a pas encore convaincu du fait, j'ai pas encore vu d'argument convaincant, je dirais plutôt ça comme ça, qui défend Israël dans ses bombardements, dans sa façon de gérer cette crise, en tout cas. Voilà. Et je terminerai juste par dire que même un ambassadeur qui dit qu'il est en guerre, il y a deux façons de dire on est en guerre. Il y a une façon noble, il y a une façon politique, il y a une façon internationale de dire qu'on est en guerre. Je veux dire dans le sens où on garde une certaine prestance, on a le poids des mots, on n'est pas dans la... Justement, on n'est pas forcément dans la haine, mais plutôt dans la protection des intérêts. Et là, par contre, je suis désolé, mais là, je dirais que c'est le vrai... Là s'il y a un seul point que je devrais pointer où je suis totalement en désaccord, c'est sur la façon de parler de l'ambassadeur. Je regrette, mais même nous, quand on était en guerre contre les terroristes, contre l'État islamique, on n'a pas dit « on va tous les exterminer jusqu'au dernier », on n'a pas dit que tout à coup, c'était tous... je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais il a utilisé des mots extrêmement durs. On n'a pas dit que... Ah, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas parce qu'on va se venger, et notre vengeance, elle va être terrible, et c'est pas fini, on n'a pas parlé comme ça. On a dit, l'État islamique est un problème, et on pense que la seule façon de la résoudre, c'est, malheureusement, de tuer ses chefs, voilà, et de faire la guerre contre eux. On n'était pas dans une espèce d'excitation comme ça, ou haine, je sais pas vraiment quoi, mais je trouve dans sa façon de dire les choses, il y avait quelque chose derrière. Et je trouve qu'en tant que politicien, tu peux pas juste te laisser aller comme ça. Enfin, c'est un ambassadeur, mais les mots ont un sens, la façon de parler a un sens, et je trouve que ouais, cette façon de parler n'est pas digne. Voilà, quand on voit les organisations, par exemple, pro-palestiniennes, pour le coup, elles n'ont pas parlé comme ça. Pourtant, je pense que, vu le nombre de pertes qu'ils ont eux aussi, je pense qu'ils auraient pu parler de la même manière, et pourtant ils l'ont pas fait. Ils ont parlé de droit international, ils ont parlé de l'égalité, ils ont parlé d'intervention et surtout de pénalisation d'Israël, mais ils ont jamais dit « il faut buter tous les juifs », par exemple. Ils ont jamais dit « il faut buter tous les Israéliens ». Ils l'ont jamais dit, quoi. Je veux dire, dans leur discours. Donc pour moi, ça c'est inacceptable, et je trouve, quand on a du recul, je pense que voilà, si on veut vraiment avoir du recul, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, même si on est pro quelque chose. Voilà, je vais par exemple le dire comme ça, et je terminerai là-dessus pour de bon. Mais imaginons qu'au football, je sois pro-Belgique. Si tout à coup, j'ai un joueur qui fait un tacle, qui défonce les jambes d'un joueur français, qui l'empêche de jouer le reste de sa vie, je vais pas être en mode « Ah mais non, 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 c'est bien ce qu'il a fait. Non, non, c'est très bien ça, c'est très bien, parce qu'il est belge, donc forcément il est bien. » Non. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir du recul et dire « Bah non, c'est un connard, il a gâché la vie d'un joueur de foot, quoi. » Ça se fait pas, et ça se fait pas. Bref,
Je crois que vous avez compris à peu près mon opinion. Miss Gacha Live, n'hésite pas évidemment, que ce soit à répondre ici ou sur l'autre vidéo. Et d'ailleurs, vous tous, hein, n'hésitez pas à répondre en commentaire, toujours dans le respect et dans la construction, bien sûr. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Et puis sinon, on se dit à bientôt hein, pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.